Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier YouTube Live. Donc, ce premier live va être vraiment sur le comportement du chien. Et donc, qui de mieux finalement pour parler comportement que le docteur vétérinaire Valérie Dramar, qui est présente avec nous en direct. Donc, Valérie a sa pratique uniquement en comportement et donc fait vraiment du suivi de comportement de chien. Elle a une pratique privée du côté de Lyon. Elle est également autrice de plusieurs livres sur le sujet, et notamment son dernier ouvrage qui concerne plus particulièrement l'hypothyroïdie chez le chien. Voilà, l'hypothyroïdie, finalement, une maladie qui est, je pense, ultra complexe avec plein de tenants et aboutissants, et donc elle nous en parlera aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur un sujet, je pense, moi qui m'intéresse particulièrement, qui intéresse, je pense, la plupart des propriétaires de chiens. Beaucoup peuvent se demander pourquoi mon chien fait ceci, pourquoi j'ai certaines difficultés avec mon chien à faire cela. Et donc, je te propose un échange de te poser quelques questions et finalement de discuter à nous deux. Et de nouveau, les propriétaires pourront, ou les personnes qui nous écoutent pourront intervenir aussi et poser leurs questions. Donc, j'ai envie de commencer ces questions par une définition que j'ai trouvée dans le Larousse, en fait, en préparant ce live. Et le Larousse définit la réplétion gastrique, donc vraiment le côté d'être repu, donc notamment par le fait d'être rassasié, ça paraît logique, mais également, ils mettent dans leur définition une notion de bien-être général du chien. Et donc, c'est vraiment une sensation de bien-être. Vous pouvez aller vérifier sur la définition de Larousse. Et donc, quel impact, d'après toi, finalement, a l'alimentation sur le bien-être et sur le comportement général du chien? Tu viens de dire, quand on a bien mangé, on est repu, on est décontracté, une espèce de relâchement, de bien-être. Le bien-être, c'est évidemment la recherche, ce qu'on souhaite pour son animal, pour soi-même bien sûr, mais pour son animal, c'est-à-dire quand on sent qu'il est détendu, qu'on a répondu à ses besoins primaires, ça veut dire qu'il va être plus disponible pour être en relation, pour avoir des comportements adaptés, etc. Donc, alors je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire que quand on a faim, quand on a l'impression de ne pas avoir assez à manger, ou qu'on a l'impression d'être surchargé, etc., on n'est pas bien, on est concentré sur, à la limite, son mal-être, on a mal au ventre, là, et donc du coup, on n'est pas disponible d'esprit pour être en relation et pour être connecté, on va dire, à l'autre, à son environnement. Donc, c'est la base. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec cette notion, c'est que comment être bien dans sa tête quand on est mal dans son corps. On sait que c'est très lié, mais c'est très vrai. Si on a faim, si on a soif, si on a mal au ventre, si on est douloureux, on ne va pas avoir un comportement adapté. On va potentiellement montrer des troubles du comportement et des comportements inadaptés. Comment tu pourrais... Moi, j'entends souvent ça en consultation, c'est des propriétaires qui ne trouvent pas le bon aliment pour le chien et qui vont avoir tendance, dès que le chien va un petit peu refuser ou il va manger pendant un jour ou deux, et puis dès qu'il va un petit peu se désintéresser, le propriétaire va changer. J'ai des propriétaires parfois qui me disent « j'ai acheté 50 marques différentes et je ne trouve vraiment pas ce qui lui convient ». Quels conseils on pourrait donner justement pour que le propriétaire soit serein avec l'aliment qu'il donne à son chien? Moi, je verrais deux axes de réponse en fait. Là aussi, si on parle de bien-être, de relâchement, d'apaisement, c'est sûr que pour manger correctement, il faut que le chien soit dans un endroit calme, pas dans le partage, pas embêté, pas surveillé, voilà, qu'il puisse manger à son aise, à son rythme, tranquillement. Donc, c'est sûr que certaines personnes sont parfois, il y a des personnes qui sont angoissées parce que leur chien d'avant a eu des troubles digestifs, il fallait pas qu'il mange n'importe quoi, qu'il a souffert. Donc, parfois, ça reste un souci constant. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce que ça lui fait plaisir, etc. Donc, je dirais pour ces personnes-là, la première chose, c'est de laisser du temps, une semaine avec un nouvel aliment, par exemple. Au moins une semaine dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions où le chien est tranquille,
il est un peu isolé, un peu à part, on ne va pas passer à côté de lui, on ne va pas regarder, etc. On va le laisser manger tranquillement. Et on avait tendance à donner une consigne avant, je trouve une consigne qui n'est pas bien adaptée. On disait, il faut retirer la gamelle un quart d'heure après, s'il n'a pas mangé et tout. On se met une pression. Il y a certains chiens qui vont peut-être mettre un peu plus de temps pour manger. On ne va pas surveiller, on ne va pas 15 minutes après. Je ne trouve pas ça adapté. Apprenons à connaître son chien, on va dire, et laissons-lui le temps aussi de montrer comment il est. Donc ça, c'est une première réponse, un premier axe. L'autre, dans ma pratique, ce que je vois, c'est des personnes qui changent d'aliment parce que leur chien ne dit pas bien. Oui. Donc, en fait, parce qu'ils semblent avoir faim, ils refusent les croquettes parce que ça n'a pas l'air bon, mais ils mangeraient plein d'autres choses, peut-être même de la salade ou autre chose. Et donc, du coup, les gens, ou alors il a des troubles digestifs, souvent la diarrhée, et donc les gens cherchent une alimentation adaptée, vont changer de croquettes, et pas pour trouver quelque chose qui convienne à leur chien, autant dans l'appétence que aussi dans la digestion. Donc moi, je vois ces deux choses-là et je dirais, voilà, tout ce qui est comportementalement, soyons cool, ne surveillons pas trop son chien, laissons-lui le temps de manger, peut-être au moins 1 heure sans aller voir est-ce que tu as tout mangé, est-ce que c'était bon, etc. Et au moins une semaine. Il y a un problème avec cet aliment ou pas. Voilà comment je verrai les choses. Souvent, ils se sentent parfois un peu, le chien se sent un peu observé, et puis voilà, il n'a pas le temps de découvrir, et puis parfois j'ai l'impression qu'il y a le chien le sent très bien si son propriétaire est inquiet, donc il va se poser aussi la question de savoir pourquoi. Faire confiance aussi un petit peu, et puis on n'est pas à la minute près pour savoir si ça va bien. Laissons le temps d'observer et voilà, d'avoir des éléments pour se poser vraiment des questions. Voilà. Ok, super. La question suivante que j'avais, c'est parfois un animal qui peut avoir faim. Forcément, on imagine bien, nous, comment on peut se ressentir quand on a très très faim. C'est pas bon pour le comportement de manière générale, ça peut exacerber certains phénomènes. L'avantage du Sanalio, de par sa forme, ça va être, justement, on parlait de cet état de réplétion, ça va bien prendre de la place dans l'estomac, donc le chien va être suffisamment repu, etc. C'est assez facilement digestible, on a une partie de fibres, etc. Donc c'est intéressant pour tout ça, ça se digère assez bien. Et tu me parlais dans la préparation, d'un certain phénomène que tu appelles protection des ressources. Donc parfois, on peut se rendre compte qu'un animal qui aurait un aliment peut-être pas bien adapté, il va garder sa gamelle pleine, et donc il ne va pas tout manger, et il va avoir tendance vraiment à protéger son aliment. Comment tu peux expliquer ça en tant que comportementaliste? Alors, ce genre de chien, c'est vrai que souvent il y a des problèmes digestifs associés, et puis c'est pas rare que ce soit des chiens qui souffrent d'hypothyroïdie. Ce que tu décris, ou ce que j'ai remarqué aussi, c'est-à-dire qu'il ne mange pas vraiment sa gamelle de croquettes. Je parle de croquettes. Et il est autour, il aimerait bien, il a faim, on sent qu'il aimerait bien piquer autre chose. Parfois même, il va aller piquer ailleurs, voler de l'aliment ailleurs. Mais pourtant, sa gamelle de croquettes, c'est de l'aliment, donc il peut être anxieux, regarder autour, j'y vais pas, il va me le prendre s'il y a un autre chien ou s'il y a un chien. Et vraiment, cette anxiété autour de sa nourriture, et pourtant, qu'il ne va pas manger. Donc, complètement paradoxal. Et donc, franchement, je l'associe souvent à une mauvaise digestibilité, ou en tout cas un inconfort. C'est-à-dire qu'un peu comme nous, on a très faim, donc moi j'aime bien faire du zoomorphisme, on est des animaux aussi, donc nous, et si on n'a du pain dur ou une racine ou quelque chose, un aliment qu'on n'aime pas, on va le manger par défaut, parce qu'on a vraiment très faim, mais jusqu'au dernier moment, on va voir si on ne peut pas manger autre chose. Et donc, parce que c'est important de se nourrir, mais ça ne peut pas non plus. Alors, d'inconfort gastrique, parce que c'est un peu comme nous, parfois on va redouter de manger un aliment, on sait qu'on ne va pas bien le digérer, comme on dit. Ah, ça, je préfère pas parce que je n'ai pas bien digéré. Je pense qu'il y a ce même genre de choses qui peut arriver, et ces chiens-là, souvent, quand on ramollit les croquettes,
on rajoute un petit élément appétant, et ben, voilà, ça les décontracte un peu, c'est plus comme si ça allait être plus digeste, plus facile. Donc, c'est un ressenti. Je ne parle pas, je suis pas de communication animale, mais vraiment, quand on modifie un petit peu la texture, quand c'est un peu ramolli, quand c'est un peu plus chaud, quand c'est un petit peu plus goûtu, avec peut-être un tout petit peu, je ne sais pas, de fromage râpé, tout petit peu, voilà, il y a moins d'anxiété, il peut mieux manger et ça passe mieux. Voilà comme. Alors maintenant, petit bémol, j'allais dire, les chiens hypothyroïdiens, il y en a pas mal qui font la protection de ressources envers n'importe quoi. Donc ça peut être la nourriture, mais ça peut être un objet qui tombe au sol, etc. Donc en fait, la gamelle de croquettes, même pleine, peut faire office d'enjeu à protéger, mais ça peut être autre chose. Donc cette protection de ressources peut être aussi un gros trouble du comportement chez ceux. D'accord, ouais. Bah donc oui, c'est intéressant de nouveau dans le côté protection de ressources, donc ça peut faire monter l'agressivité, etc. C'est quand même évidemment pas le but. Et alors en fait, le problème, c'est que souvent c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'idée c'est de manger de manière apaisée, que ce soit apaisant. Voilà. Mais dès qu'il y a un enjeu, j'ai faim, j'aimerais manger, mais ça ne me convient pas. Mais alors mon maître, il est à côté et il va peut-être me retirer la gamelle parce que si je ne mange pas en temps de temps, enfin, ça peut être très compliqué dans la tête du chien, donc anxiogène. Tout ce qui est phénomène pica, par exemple, il y a pas mal de choses, de comportements comme ça. Un chien peut manger ses selles, un chien peut faire du pica, carrément manger des plus gros corps étrangers. Ça, par rapport à ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux chiens qui font ça, enfin aux propriétaires des chiens qui font ça, qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter comme complément d'information? Alors moi je dirais qu'il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'un chien qui mange souvent de l'herbe, souvent de l'herbe et en quantité, par accès parfois, qui mange des crottes systématiquement, etc. Là aussi, alors certains anciens disaient il est en carence. Oui, en tout cas, a priori, au niveau digestif, il n'a pas tout ce qu'il faut. Il a peut-être un inconfort gastrique, ou alors il a peut-être une mal-assimilation, c'est-à-dire qu'il a tout le temps faim, il faut qu'il se remplisse. Donc, voilà, il y a un petit peu, de temps en temps, parfois, il y a des chiens stressés qui ont l'impression que dès qu'ils sont stressés, il faut qu'ils mangent de l'herbe, il faut qu'ils mangent quelque chose, quand il y a un peu de frustration. Et puis, il y a les cas les plus graves, où là, c'est des chiens qui avalent vraiment des corps étrangers, mais qui les gobent, et qui... Alors, ça peut être de l'ordre de cailloux, de pièces de monnaie. J'en ai connu un comme ça, et par hasard, il avait mal à l'estomac, il retrouve dans l'estomac des pièces jaunes, quoi. Et voilà, c'était un chien, il ne l'avait pas vu. Et puis, là, dernièrement, et puis souvent, et notamment chez les chiens hypothyroïdiens, il y a des bols de vêtements. Et ça c'est une injection de corps étranger vraiment très pernicieuse. On voit mal les occlusions à base de tubes, en radio notamment, si on fait une radiographie. Et, ils avalent des culottes, des chaussettes, des choses comme ça. Et ça, c'est en relation avec des troubles gastriques, ça c'est sûr. Et puis aussi cette protection de ressources. Et comme s'ils devaient se remplir, et notamment avec des vêtements qui ont une odeur particulière. Donc, culottes, chaussettes, c'est assez fréquent. Enfin, il y a des chiens hyper boulimiques, donc qui gobent n'importe quoi et qui sont, on va dire, hyper dans tout, et qui vont boire par grande quantité, manger par grande quantité, et donc jouer et avaler des petits morceaux, etc. Donc là, ça fait partie d'un syndrome plus important. Il faut qu'ils gomment n'importe quoi. Donc, en fait, ça dépend le grade, mais de toute façon, c'est un inconfort. Là aussi, ça veut dire que le chien n'est pas repu, n'est pas apaisé, et il y a un manque quelque part, il faut qu'il avale des choses. D'accord, oui, ça a souvent une explication aussi d'un malaise au départ, et puis il va avoir ce comportement-là en réaction finalement à tout ça. Ouais. Ok, je voulais aussi revenir sur un grand syndrome finalement chez le chien, c'est l'anxiété de séparation, ça c'est quand même quelque chose qui touche, je pense, beaucoup de propriétaires.
Voilà, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est, quelles solutions on peut éventuellement apporter à ça, et est-ce qu'aussi, d'après toi, ça peut avoir un lien, en tout cas, avec ce qu'on peut donner à manger à son chien. Alors en fait, quand on en a parlé ensemble, en fait, on parlait de l'hypothyroïdie, on parlait de la malpropreté, et on parlait du fait qu'il y a certains chiens qui ont des problèmes des troubles digestifs avec des problèmes d'assimilation, donc qui ont des diarrhées fréquentes, qui ont des quantités de sel très nombreuses, parfois certains qui boivent plus que normal aussi. Et tous ces chiens-là ont du mal à se retenir longtemps, puisqu'en fait, il faut qu'ils exonèrent, on va dire, qu'ils fassent leur sel à un moment donné. Donc, l'hypothyroïdie, c'était mon point suivant, mais je pense qu'on a déjà dit pas mal des choses. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, je vais rajouter parce que juste faire un petit point sur c'est quoi cette maladie, l'hypothyroïdie. Ouais. Donc, tu as dit tout à l'heure que c'était une maladie complexe. Ouais, c'est une maladie complexe parce que c'est une maladie, comme on dit, systémique, c'est-à-dire qu'elle touche tous les organes. Mm-hmm. En fait, les hormones thyroïdiennes, on peut dire, c'est comme les hormones de la vie, c'est-à-dire que c'est des hormones thyroïdiennes pour activer la transcription génétique, c'est-à-dire l'activité des gènes au sein de toutes les cellules de tous les organes. Donc, ça touche tout, notamment, ça touche tout. Et ça touche, on n'a pas compris. Ah, pardon, ça touche les muscles. Oui, les muscles. Et donc, les muscles, c'est les muscles des membres, c'est sûr, mais il y a les muscles lisses, notamment les muscles liés à la digestion. Oui. Ça peut être la digestion ici, l'œsophage, l'estomac, et qui sert à malaxer, à prédigérer, on va dire, et puis après à faire passer cette espèce de bouillie dans les intestins. Et pour ça, les muscles en forme. Et donc en forme, ça veut dire suffisamment actif, efficace, et pas trop fatigable. Donc là où on peut repérer justement où là l'alimentation humide et en particulier le Sanalio est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une alimentation qui est déjà digérée. C'est pas les croquettes dures qui tombent au fond et qui vont devoir attendre d'être ramollies par la salive et l'eau que le chien peut boire. On supplémente en hormones thyroïdiennes ces chiens-là. Rapidement, dans les jours qui suivent, la quantité de sel et le volume des sels avec la même alimentation diminue. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir directement, c'est-à-dire dès qu'il y a plus de muscles, de tonicité en tout cas, eh ben oui, ça digère mieux et il y a moins de sel produites et les sels sont de meilleure qualité. Et ça, c'est dans les jours qui suivent. D'accord. Donc, l'hypothyroïdie engendre une fragilité un peu, si je te suis bien, un peu généralisée, au-delà de tous les symptômes les plus classiques qu'on lui connaît, notamment la première chose à laquelle on pense en général, c'est une prise de poids, une perte des zones d'alopécie. Une perte de poils, mais pas que et pas toujours, forcément. Et donc là, toi, tu mets en avant, et ça, je ne le savais pas spécialement, je ne savais pas du tout d'ailleurs, pour être très honnête, que ça peut justement fatiguer un peu tout ce qui est muscle. Et donc, comme tu le disais, musculature lisse qui permet l'avancée du bol alimentaire et donc autant partir sur un aliment plus facilement digestible et qui va distribuer ses nutriments de manière un peu plus facile. On va faciliter la vie de ce pauvre chien qui a la vie compliquée parce qu'il est limité, il est peu efficace, ses organes sont peu efficaces et vite fatigués. Donc, on le traite et en même temps, on lui facilite la vie, notamment au niveau de l'apport alimentaire. D'accord, ok, super. Écoute, c'est super intéressant. Je terminerai juste c'est le phénomène du fly biting. Traduit de l'anglais littéralement, manger, gober les mouches. Donc, ce sont des chiens qui font ça de manière imaginaire, un petit peu plus chez le King Charles, en tout cas, voilà. Mais dis-nous-en un petit peu sur cette curiosité, je vais dire. Alors, ouais, c'est une curiosité, on va dire, c'est comme un syndrome. Un syndrome, ça veut dire, c'est des symptômes, et parfois on ne sait pas trop d'où ça vient. Et là, il y a plusieurs pistes possibles. Alors, il y a 30 ans, on parlait vraiment de ces King Charles qui gobaient les mouches, donc des mouches imaginaires, évidemment. Et donc, voilà, ils gobaient les mouches comme ça. Et c'était surtout les King Charles, c'était décrit comme ça. Et donc, on imaginait une cause génétique. Hein. Il y avait deux fils qui se touchaient, sans doute, chez les King Charles.
Et puis, certains, après, ça peut arriver par ailleurs, et certains ont dit, c'est comme une crise d'épilepsie particulière, c'est-à-dire que oui, il y a 2 fils qui se touchent et ça se traduit par le gobage de mouche. Et puis, il y a 1 ou 2 ans, je soigne un chien hypothyroïdien qui avait eu de gros troubles digestifs, notamment gastriques. Et en fait, il gobait les mouches, et c'est décrit aussi en digestif, il gobait les mouches parce qu'en fait, il avait des crises de gastrite. Et du coup, alors est-ce qu'il gobait les mouches ou il avalait de l'air ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'était lors de crise qu'il faisait ça. Et c'était un Doberman. Ouais. Donc, j'en ai eu un, puis un autre qui était à Cuba, nous. Donc, en fait, on sort de la race et on a une relation directe avec le confort gastrique, justement, ou l'inconfort gastrique. Donc, du coup, oui, c'est du comportement, c'est bizarre, on se dit, il a des allures, voilà. Oui, des allures, mais peut-être qu'il y a une cause, c'est ça que je recherche tout le temps, quand il y a des troubles du comportement. Déjà, le corps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau du corps qui peut expliquer le trouble du comportement, et en l'occurrence, comportement très particulier, genre, il y a dessus qui se touche, ou alors c'est peut-être une crise d'épilepsie bizarre. Oui, allons voir aussi de ce côté-là. D'accord. Voilà, de recherche. Ok, écoute, c'est super intéressant. On a été au bout du petit programme que je t'avais préparé. Donc, voilà, vraiment, je tenais vraiment à te remercier pour ta participation. J'espère que ça aura plu aux personnes qui nous écoutent. Je te remercie encore beaucoup. Et donc, voilà, n'hésitez pas aussi pour les personnes qui veulent plus d'informations sur nos aliments, donc à mettre un petit pouce aussi, ça nous aide évidemment. Suivre notre chaîne, venir sur nos réseaux sociaux et aller voir notre site internet www.sanalio.bio, puisque je le rappelle aussi, Sanalio, petite cerise sur le gâteau, est un aliment biologique, donc exempt de pesticides. Voilà, c'est toujours un petit plus, pardon. Merci beaucoup et à bientôt, Valérie. Au revoir.